Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième événement des séances des événements Gérin la joie. J'aimerais saluer quand même mon directeur François Audet qui est là, la directrice adjointe Caroline Doyon. Je veux saluer les fellows qui vont participer à l'événement d'aujourd'hui, mais les autres qui sont ici, enfin, la plupart d'entre eux, pour assister à cet événement. Donc, deuxième événement de cette cinquième série des événements Gérer la joie. Je pense qu'il est important de s'arrêter 2 secondes à Gérer la joie. Tu sais, c'est pas seulement un titre là, des événements Gérer la joie, c'est un bonhomme qui a fait beaucoup. C'est un bonhomme qui a permis au Québec de pouvoir évoluer sur la scène internationale dans la limite de ses juridictions, mais d'évoluer finalement librement. Et on voit que 60 ans après ce qu'on appelle la doctrine Gérer la joie, ben, il y a quoi? Il y a 31 représentations du Québec à l'étranger, dont 8 qui ont le statut de délégation générale. Bon, alors voilà pour ça. Puis en même temps, j'ajouterais, Gérin Lajoie, c'est quand même lui qui a initié le rapport parent. Alors, l'Université du Québec, non, l'UQAM, c'est lui. Je pense qu'on a un devoir de mémoire et de reconnaissance qui est très important. Euh, j'aimerais, j'aimerais quand même remercier ceux qui ont collaboré de façon pécuniaire, financière à l'organisation de cet événement, notamment le ministère des Relations internationales et de la francophonie, le MRFI, et puis aussi le CORIM, le Conseil des relations internationales de Montréal, qui est représenté ici. On les entendra un petit peu plus tard. Merci de votre générosité. L'événement d'aujourd'hui s'intitule Le monde en 2025, la diplomatie canadienne à l'heure des insécurités. Alors, ce titre-là est en lien évidemment avec le thème cette année, l'IAIM et de ses unités membres, c'est-à-dire les insécurités et polycrises. Alors, si on revient à l'actualité, qui change comme je n'ai jamais vu ça dans ma vie, moi, même si ça fait un bout de temps que je suis dedans, c'est vraiment fou. Stay tuned, comme on dit. Hein? On ne parle pas d'un nouvel ordre international qui tentait de s'installer depuis quelques années, mais on parle plutôt maintenant d'un désordre économique complet qui est l'œuvre d'un mégalomane, d'un prédateur, d'un irresponsable qui, au gré de sa divagation de contre-vérité, s'aventure à redéfinir les règles du commerce international. Donc, ça fait beaucoup de pain sur la planche pour le panel de cet après-midi. Comment le Canada va-t-il se positionner face à cette nouvelle réalité? C'est qu'il force, évidemment, au Canada qui va devoir se redéfinir, hein, qu'on le veuille ou pas, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan géopolitique aussi, bien qu'on ne peut pas nécessairement ignorer qu'on a un voisin important dans le sud, on ne peut pas bouger les frontières. Là, je veux dire, ça ne changera pas. Il y aura toujours le même voisin au sud. Tout ça, quand même, dans quelle mesure peut-on parler? Parce qu'évidemment, il n'y a rien de terminé dans tout ça, mais ce pourrait peut-être un mal pour un bien d'une certaine manière si le Canada, en se redéfinissant, redevient peut-être une nation respectée et un peu plus crédible dans le monde. Voilà. Alors, écoutez, il y a matière à ce sujet, puis je ne veux pas élaborer plus que ça. On laissera ça à nos panélistes tantôt de discuter de la chose. Bon, oui, je quand même de vous mentionner que l'Institut reçoit, enfin, on a 11 fellows hein, au total. Nous sommes un think tank grâce au ministère des Relations internationales. À l'époque, c'était Mme Saint-Pierre qui était la ministre qui avait permis que l'on devienne un think tank. Alors, il y en a 11, il y en a 4 qui vont, je les salue tous et toutes. Aujourd'hui, bien sûr, vont participer Anne Lié, qui, en plus d'être fellow, a été la toute première directrice de l'Institut de l'IAIM il y a quelques années de ça. Hein? Ça n'y paraît pas. Voilà. Alors, je salue aussi Marie Gervais Vidicaire, je salue Guy Saint-Jacques
et je salue Gilles Rivard. Je pense, et puis je salue également Frédéric Gagnon, bien sûr, de la chaire Raoul d'Endurant, qui sera là comme intervenant à la fin de ce panel. Alors tout de suite, j'aimerais inviter celui qui va modérer ce panel, que je n'ai pas besoin de présenter, mais quand même, je vais quand même simplement mentionner que François Cardinal est un journaliste chevronné, éditeur adjoint à la presse. Il a fait tous les métiers, tous les journaux, plusieurs journaux, tous les métiers. Il a été pupitre, il a été chroniqueur, il a été correspondant parlementaire, il a été éditorialiste en chef. Et puis aujourd'hui, il est patron de ce journal qui continue d'évoluer et de bien aller. Alors, je lui cède la parole et je vous souhaite à tous et à toutes un bon panel. Voilà. Bonjour, écoutez, ça me fait bien plaisir d'être ici. Bonjour aussi aux gens à distance. Je pense qu'on a à peu près le double de l'assistance ici qui est à distance. Écoutez, se faire dire qu'on n'a pas besoin d'être présenté par Bernard de Rome, je le prends positivement. Je suis donc patron de la presse. Je suis content d'être ici. Pour tout vous dire, j'accepte très rarement de faire ce genre de choses-là. Par manque de temps, puis aussi parce que l'actualité fait en sorte que dans une salle de nouvelles, ça bouge tellement vite, j'annule très souvent à la dernière minute. J'ai accepté celle-ci pour deux raisons. La première, parce que l'invitation est venue de Bernard de Rome et de François Audet, deux personnes que je respecte énormément, et j'étais flatté par cette invitation-là, donc je les remercie. Puis je vous félicite d'ailleurs pour l'organisation, Caroline également, de l'événement qui est ma foi, très relevé aujourd'hui. La deuxième raison est plus personnelle. Bernard le disait, on est au rendez-vous Gérin-Lajoie pour souligner évidemment la contribution de Paul Gérin-Lajoie dans l'émergence du Québec sur la scène internationale. Vous connaissez évidemment tous et toutes la doctrine Gérin-Lajoie. Or, le hasard veut que mon père, Jean-Guy Cardinal, ait incarné une certaine forme de continuité avec Gérin-Lajoie. Les deux ont été ministres de l'Éducation. Évidemment, Paul Gérin-Lajoie a été le premier. Mon père a été le troisième, donc pas très longtemps après. Les deux estimaient que le Québec peut agir à l'international, évidemment, dans les domaines qui relèvent de ses compétences. Les deux envisageaient aussi l'éducation comme levier d'affirmation nationale. Puis c'est grâce à Paul Gérin-Lajoie et à son travail que mon père, en 1968, est allé à la conférence de Libreville représenter symboliquement une des premières fois le Québec sur la scène internationale. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal, puis c'était même un privilège d'accepter une invitation comme celle-ci. Et donc, j'invite nos quatre panélistes à venir un après l'autre de l'avant. Je commence avec Mme Léhi, Anne Lié. Vous pouvez vous asseoir en avant. Elle était la première directrice de l'Institut. Bernard le disait tout à l'heure, à partir de 2002. Économiste de formation, diplomate de carrière, ses affectations l'ont amenée principalement en Europe comme ambassadrice du Canada, notamment en Pologne, en Russie. Elle a aussi été ambassadrice au Cameroun, au Tchad, en République centrafricaine, pour la région des Grands Lacs d'Afrique et au Saint-Siège. Guy Saint-Jacques est considéré comme l'un des plus grands experts canadiens sur la Chine. Avant d'être affecté comme ambassadeur du Canada en Chine, il a été haut commissaire adjoint au Royaume-Uni, puis chef de mission adjoint à l'ambassade du Canada à Washington. Il a aussi occupé le poste de négociateur en chef et ambassadeur pour les changements climatiques du Canada. Marie Gervais-Vidricaire a notamment agi à titre d'ambassadrice du Canada en Allemagne et en Autriche, avec accréditation auprès de l'Agence internationale pour l'énergie atomique et des Nations unies à Vienne. En plus de défendre et de promouvoir les intérêts canadiens, elle a travaillé tout au long de sa carrière sur des enjeux multilatéraux comme les droits de la personne, la sécurité humaine et la place des femmes dans la diplomatie internationale. Gilles Rivard
a été notamment ambassadeur du Canada en Haïti et représentant permanent adjoint du Canada auprès des Nations unies. Il a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein de l'ancienne Agence canadienne de développement international et d'affaires mondiales Canada. Il a également servi comme conseiller spécial pour Affaires mondiales Canada sur les opérations de paix de l'ONU. Et ai-je besoin de préciser qu'ils sont tous d'éminents diplomates, donc fellow à l'IAIM. Bravo à notre panel. Bonjour. Le panel aujourd'hui vise à entendre les perspectives de nos éminents panélistes sur l'évolution rapide du contexte mondial. On ne sera pas collé sur l'actualité chaude, parce que c'est très difficile de l'être. Pendant qu'on est ici, le monde peut changer de bord encore une fois et tous vos placements redescendent aussi vite qu'ils ont remonté ce matin. Mais on va parler quand même de zones chaudes où il y a, par exemple, le conflit Russie-Ukraine, la Chine, l'Europe, Haïti, les Nations unies. Je ne serais pas surpris non plus qu'on parle quand même de notre voisin du Sud à quelques reprises. Et donc, je vais m'adresser à l'un et à l'autre avec mes questions à tour de rôle, mais tous les panélistes sont invités à réagir et entrer dans la discussion. Je vais commencer avec Mme Lié. Je commence par la Russie, je commence par l'Ukraine aussi, qui sont certainement en haut de la liste des inquiétudes de bien des gens ici. Une zone qu'on regarde avec stupéfaction depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Vous avez été ambassadrice du Canada en Russie de 1996 à 1999. Dans une discussion sur la guerre en Ukraine tenue plus tôt cette année, vous avez dit que la Russie était en guerre psychologique contre les pays occidentaux. Vous avez donné l'exemple des médias américains qui tombaient dans le panneau en normalisant des formules utilisées par les Russes comme les armes de l'OTAN pour parler des attaques des Ukrainiens. Comme patron de presse, ça m'a interpellé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette affirmation-là? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je crois que pour situer dans un contexte pour ma remarque, c'était le fait qu'il faut, comme disent les Anglais, connect the dots. Je crois qu'on peut, on doit interpréter ce qui se passe en Ukraine, la supposée quête d'un cessez-le-feu que Trump pensait avoir réalisé avec la Russie, ensuite le présenter en Ukraine, se montrer fort vis-à-vis de la Chine. Tout ça, ça fait partie d'un tout. Et c'est clair qu'il y a, pour moi, c'est pas tellement un désordre international qui suit l'ordre qu'on a connu depuis Bretton Woods. On a plutôt un alignement de ce qui reste encore de démocratie telle qu'on l'entend, mettons, au Canada ou en certains pays d'Europe de l'Ouest. Je vais reprendre une ancienne terminologie maintenant. On a donc un certain réalignement de ces démocraties vis-à-vis des pays qui ont des régimes forts. Ils peuvent être autoritaires, totalitaires jusqu'à un certain point, mais un régime, dans le fond, qui, pour des populations qui sont bousculées dans leur tradition, leur identité, apporte un certain réconfort parce qu'on a une certitude avec une personne qui est autoritaire au pouvoir. Donc, dans ce contexte de tension entre les démocraties et puis les régimes plutôt forts et qui aiment contrôler et qui diminuent l'ère de liberté de ses citoyens, il y a une guerre hybride. On a une guerre sur le terrain, c'est sûr, en Ukraine. On a aussi d'autres endroits où il y a des conflits qui sont locaux, régionaux, mais qui, comme dans, j'étais pour dire, l'ancien temps des superpuissances, sont des terrains qui sont un peu dans la sphère d'influence d'un ou l'autre des puissances. Et dans cette guerre hybride, il y a certainement le contrôle de ce que
de l'information, la désinformation, l'information délibérément trompeuse, pour pouvoir orienter des comportements, finalement. Parce que la guerre se joue, disons, entre, mettons, la Russie et l'Ukraine, mais aussi à l'intérieur de l'Ukraine, à l'intérieur du Canada. La commission Hogg a montré ça. On va en parler de plus en plus avec nos élections, de l'interférence ou de l'ingérence étrangère. Donc, ma remarque était de faire porter l'attention, d'être très conscient que nous sommes terrain de manipulation aussi, et que ça fait partie d'un plus large contexte de confrontation entre deux façons de concevoir, en fait, la gouvernance. Vous parlez, je présume, aussi du cyberespace, du monde médiatique, du fameux spin. Il y a aussi beaucoup de pays en ce moment, vous parliez de dictature soft ou de démocratie libérale et autres. Il y a évidemment des campagnes de désinformation. Les médias sont très utiles dans ce conflit-là. Comment vous avez perçu l'affrontement dans le bureau ovale entre M. Trump et M. Zelensky dans un contexte justement où le fameux spin médiatique est important? Bien, ma première réaction, ça a été que c'était de la mise en scène. Et je dis ça spécifiquement de la mise en scène de Trump pour montrer comment il pouvait vraiment aller jusqu'à humilier quelqu'un dans son bureau. C'était vraiment de la politique interne américaine. Puis il a d'ailleurs terminé ce segment-là en disant « ça a fait de la maudite bonne TV ». Ben, voilà. Oui, tout à fait. Que je ne savais pas quand je l'ai dit. Oui. Qu'est-ce que cherche Donald Trump, justement? Parce qu'on entend différentes choses. Il veut le prix Nobel, il veut être du côté de Trump, il veut finalement régler le conflit. Il cherche quoi exactement? Et est-ce qu'il y a même une stratégie? Oui, je crois qu'il cherche tout simplement de rester au pouvoir. C'est le pouvoir. C'est l'aphrodisiaque ultime. Et maintenant, c'est intéressant de comparer Trump avec M. Poutine, le président Poutine, qui lui aussi, évidemment, est intéressé à une chose, c'est le pouvoir. Et M. Poutine contrôle beaucoup plus de leviers pour rester au pouvoir que M. Trump. Quoique Trump commence à, comme on a vu, bien, vous intéressez à la presse, je n'ai pas besoin de vous faire un portrait là. Il réduit la liberté d'expression sur les campus universitaires. Il s'est infiltré dans les arts, dans l'architecture. Ne parlons pas évidemment de l'économie. Donc, il ne contrôle pas tout ça encore, mais je crois qu'il vise à ça. Et puis déjà, les indices qu'il laisse tomber depuis avant son élection, donc en juillet 2024, peut-être qu'il y en a qui en auront trouvé un petit peu plus tôt, mais déjà dans une de ses manifestations publiques, il avait émis l'idée qu'il resterait peut-être pour un 3e mandat. Alors, et puis moi, je ne donnerais pas cher des élections, j'espère que j'ai tort, mais les élections dans 2 ans, les midterms, espérons qu'elles soient libres jusqu'à un certain point, en tout cas, pour que ce soit des vraies élections. Puis le rapprochement avec la Russie, là, vous qui avez donc une perspective historique, une perspective du terrain, évidemment, comment vous voyez aujourd'hui ce rapprochement entre les États-Unis et la Russie alors que ça aurait été impensable il y a quelques années encore? Puis pourquoi cette apathie, même à l'intérieur du Parti républicain, où on sait bien qu'il y a une animosité envers ce dictateur-là, mais qui ne s'exprime pas tellement? Donc, comment vous percevez cette dynamique? Dangereuse pour nous. Mais pour revenir à votre première question, on voit le conditionnement de l'opinion publique. Vous avez vu les sondages qui sont sortis, je crois, hier ou avant-hier. Quelle est votre... on sondait les Américains. Quelle est votre attitude vis-à-vis la Russie et aussi d'autres alliés, dont le Canada? Ça s'est beaucoup adouci envers la Russie et puis la suspicion envers le Canada a cru. Alors, en si peu de temps, c'est un peu étonnant. Mais, comme on dit, tout est dans tout. Le jour de la libération, le 3 avril, M.
Trump recevait l'envoi de M. Poutine, l'envoyé de M. Poutine, Kirill Dmitriev, qui était supposément à Washington pour parler de l'Ukraine, mais en fait parlait de comment faire affaire avec les compagnies américaines, qu'elles reviennent en Russie, parce que la Russie vise la levée des sanctions, évidemment. Et ça revient à une chose, c'est que la Russie n'a pas en ce moment les moyens de se refaire son économie, son infrastructure, et veut le faire au moyen de l'argent des autres, en particulier des Américains, comme ça s'est fait après la guerre civile russe dans les années 20, comme ça s'est fait en 1989, 90, 91, 12, et c'est encore la même recette aujourd'hui. Il n'y a rien... Je termine sur le Canada parce que c'est évidemment le thème du panel. En mars 2022, au début de la guerre en Ukraine, vous avez co-signé une lettre dans le fantastique média La Presse avec tous les fellows de l'IAIM. Vous écriviez que la guerre contre l'Ukraine constituait une attaque envers le système international fondé sur des règles et sur le droit international. Puis vous invitiez à ce moment-là le Canada à jouer un rôle plus proactif dans la gouvernance mondiale. Comment vous voyez cette même recommandation-là aujourd'hui? Évidemment, il y a eu le Canada's Back. On peut avoir l'opinion qu'on a là-dessus. Mais aujourd'hui, on est de retour à un chef, par exemple, libéral qui dit « c'est le temps ou jamais pour le Canada de reprendre sa place ». Comment vous voyez ce que vous avez écrit en 2022 à l'aune d'aujourd'hui? Encore plus important que le Canada prenne les devants là où ça a du sens que le Canada le fasse. Dans le domaine des ressources naturelles, dans le domaine de l'énergie, certainement, mais surtout dans la défense du droit international. Et quel que soit le premier ministre le 29 avril ici au Canada, soit dit en passant. Et c'est intéressant, vous avez peut-être vu, vous êtes tous des accros des petits écrans, donc des tweets. Vous avez vu Bill Hutton, qui est le président de l'Académie des sciences sociales en Grande-Bretagne, qui le sera dans quelques jours, qui appelle le Canada à prendre un leadership. Et c'est d'ailleurs ce que Mark Carney, candidat libéral, a dit. Je crois ce serait bien reçu, dans le fond, par les chefs de gouvernement qui souhaitent encore défendre un État de droit. Pour le Canada, c'est essentiel. Dans le rapport des forces, on n'est juste pas au niveau de la Chine ou des États-Unis. Alors, il faut être en coalition avec des alliés, puis il faut avoir une voix, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va nous la donner si on ne la prend pas. Merci, Mme Lié. Je pense à M. Saint-Jacques, puis j'ai envie de poser un peu la même question. Évidemment, on passe à une autre zone située à proximité, la Chine, Taïwan, l'Indo-Pacifique. Je vous pose cette même question sur la place du Canada, le rôle que le Canada peut jouer dans le contexte actuel pour cette région du globe. Bien, j'ose espérer que le prochain premier ministre du Canada va consacrer beaucoup plus de temps aux questions internationales parce qu'en fait, notre sécurité et notre prospérité économique dépend beaucoup de notre présence sur la scène internationale. On a déjà eu une présence beaucoup plus importante. On a gaspillé les programmes d'aide au développement qu'on avait consacrés, entre autres, à l'Afrique, où on avait beaucoup d'influence. Puis, j'étais content de voir la publication en novembre 2022 de la stratégie Indo-Pacifique par la ministre Joly, parce qu'à mon avis, à défaut de révision complète de politique étrangère, au moins pour cette région du monde, qui est une région extrêmement importante où la croissance va avoir lieu dans les prochaines années, elle établissait très clairement que la Chine est une puissance dangereuse. Et puis, elle établissait, d'une part, sur le plan politique, un besoin de renforcer les liens avec les pays membres de l'ANAS. Et il y a eu toute une série d'initiatives qui ont été annoncées pour renforcer notre présence sur le terrain. Puis je dirais, la mise en œuvre est assez bonne avec l'ouverture de bureaux de EDC, de nouvelles missions diplomatiques. Puis, bien sûr, la Chine n'a pas aimé de se faire traiter de puissance perturbatrice, mais il faut appeler un chat, puis dans ce cas-ci, c'est la réalité. Puis si je ramène ça à la question de Taïwan, en fait, la pression a beaucoup augmenté dans les dernières années. Et puis, ce qu'on voit de la part de la Chine, c'est qu'il y a un sentiment d'urgence. C'est clair que pour Xi Jinping, le retour de Taïwan, ça fait partie de son héritage politique.
Et ils sont très habiles sur le plan international pour aller chercher des alliés. Il y a eu des rapports que vous avez peut-être vus dans des économistes le mois passé disant que la Chine est allée chercher l'appui d'à peu près 86 pays pour dire que ces pays-là disaient finalement la Chine a tous les droits pour reprendre Taïwan, incluant la force militaire. Et puis quand on regarde le discours des dirigeants chinois, on a enlevé les références à une réintégration pacifique. Et puis, récemment, la Chine a pris comme prétexte un discours du président Lai de Taïwan où il avait osé dire que la Chine était une puissance étrangère hostile pour dire que c'était un séparatiste et qu'ils ont organisé dans une autre série de manœuvres militaires très importantes là, pour démontrer comment ce serait facile pour eux d'organiser un blocus maritime. Qu'est-ce que le Canada peut faire là-dedans? Bien, moi, je pense qu'il faut reconnaître que Taïwan, c'est une démocratie et il est extrêmement important de préserver cette démocratie-là. La stratégie Indo-Pacifique disait que le Canada serait un peu plus présent sur le plan militaire. Depuis que ça a été énoncé, il y a eu 6 passages de navires de guerre canadiens dans le détroit de Taïwan. Je pense qu'il faut continuer à faire ça. La stratégie aussi commençait à... il y a un début de politique reliée à la sécurité dans le Pacifique Nord, en appelant une plus grande collaboration avec la Corée du Sud et le Japon. C'est que moi, je pense que c'est sûr que le Canada, tout seul, n'a pas une voix très puissante là, pour parler avec la Chine, mais je pense qu'on peut travailler avec les pays amis pour développer un message commun et idéalement faire une démarche, des démarches conjointes. Quand j'ai été ambassadeur à Pékin, j'avais commencé à faire ça, des démarches, parce que sur des questions comme les droits de la personne, on n'était pas écouté. Mais si on y allait à 3, 4, à 5, ça, les Chinois n'aimaient pas ça. Là. Puis j'ai eu beaucoup de critiques, mais je le disais, vous ne nous écoutez pas. Puis leur dire, rappeler l'importance de préserver le statu quo, et s'ils ne le font pas, il va y avoir des conséquences économiques très graves avec des sanctions. Bien sûr, dans tout ça, il y a un éléphant dans la pièce qui est Donald Trump. Puis, quelle serait l'attitude de Donald Trump si jamais la Chine osait risquer une aventure? Puis là-dessus, Xi Jinping a demandé à l'Armée de libération populaire d'être prête pour une confrontation majeure en 2027. Je ne pense pas qu'ils sont prêts à le faire parce que l'armée chinoise est victime de la corruption. Xi Jinping a eu beau remplacer 70 généraux depuis qu'il a pris le pouvoir en 2012. C'est un problème grave, puis ils n'ont pas développé suffisamment de systèmes de missiles. Mais il y a un sentiment d'urgence de la part de Xi Jinping, puis surtout si l'économie chinoise devait mal aller, moi, je n'exclus rien. Il a dû se réjouir des visées impérialistes de Donald Trump, parce que là, si Trump dit à Poutine, vous pouvez garder ce que vous avez ramassé en Ukraine, puis si lui dit qu'il veut mettre la main sur le Groenland, puis qu'il veut changer les frontières avec le Canada ou même nous absorber, sans parler de Panama, bien, Xi Jinping doit se dire, j'ai le feu vert pour récupérer Taïwan. C'est que donc, c'est une situation qu'on va devoir surveiller, puis en essayant d'intervenir en bonne compagnie. Cette hypothèse, puis je la demande aussi à Mme Lié, mais cette hypothèse d'un monde divisé en 3 sphères d'influence où le plus gros est celui qui peut faire ce qu'il veut avec tous les plus petits, vous y croyez? Est-ce que la Chine et la Russie sont donc les 2 gagnants si on met de côté l'aspect économique, les droits de douane, etc.? Oui. Bien, là-dessus, Xi Jinping, depuis quelques années, là, si vous regardez ses discours, il parle toujours que le monde vit des changements sans précédent depuis un siècle. Il ne pensait pas que l'arrivée de Donald Trump viendrait confirmer sa théorie, là, puis en fait, même, ils en sont victimes. Puis, je dirais que l'association avec la Russie, c'est une association parce que les 2 pays estiment que les États-Unis sont une puissance en déclin. Et ils se sont aussi, il y a un nouvel axe qui se dessine avec l'Iran et la Corée du Nord, là, qui est assez inquiétant. Mais la grande différence entre la Chine et la Russie, c'est que la Chine a besoin du système international qui fonctionne
tandis que la Russie veut le miner, puis entre autres avec la désinformation là, auquel Anne faisait allusion. Puis, mais il reste que la Chine, puis Xi Jinping a été clair, son but en 2049, c'est que la Chine va être la principale puissance mondiale et que les États-Unis seront une puissance en déclin. Puis avec le comportement de Trump, je dirais, on a tous perdu confiance envers les États-Unis. Madame Lié, sur cette idée des 3 sphères d'influence. Oui, merci. Bien, moi, je serais en complément de Guy parce que je verrais ça de façon un peu différente. On peut dire, oui, mais Trump le dit lui-même. Chine, tu prends l'Asie, Russie, tu prends l'Europe, puis moi, je prends mon hémisphère. Moi, je verrais plutôt la Chine. Les intérêts sont plutôt les intérêts de quel genre, les lois de qui vont prévaloir en mauvais français. C'est-à-dire, quand on regarde, puis je ne suis pas, Guy est le grand expert, mais quand on lit, en tout cas, ce que dit la Chine sur l'ordre international, c'est qu'il veut, je crois que la Chine veut un ordre international, puis comme Poutine aussi, hein, depuis toujours, mais la Chine veut un ordre international selon sa conception, qui n'est pas la nôtre. Fondamentalement, qui n'est pas la nôtre, au point de vue du droit. Alors, ce n'est pas une question de rapport de puissance comme avant le Congrès de Vienne en 1814 versus l'ordre de Bretton Woods. C'est une conception du monde qui est fondamentalement différente. Et la Chine, je crois, a des intérêts tout autant en Europe qu'elle en a en Asie centrale, qui pourtant, l'Asie centrale, ça devrait appartenir à la Russie. Mais la Chine joue un jeu avec la Russie qui est pas mal différent. Puis en parlant de recouvrer les territoires, moi, si j'étais la Russie, je ferais bien attention parce que faut se rappeler que la Russie est assise sur un grand morceau de territoire chinois que les Chinois n'ont jamais oublié. Ouais. Tout à fait. Monsieur Saint-Jacques, je termine avec une question qui me turlupinait ces derniers jours parce que je lisais Thomas Friedman. Vous avez peut-être lu sa dernière chronique sur la Chine. Qui dit essentiellement qu'ils sont en train de faire des bonds en avant spectaculaires sur tellement d'aspects en même temps. Est-ce que M. Trump est en train d'accélérer ce à quoi vous faisiez référence tantôt? C'est la Chine qui pense pouvoir devenir la principale puissance mondiale bientôt. Est-ce que c'est ce qui s'en vient de manière plus rapide encore qu'anticipée grâce à l'allié ou l'ennemi américain? Je pense que les ventes de champagne à Pékin ont dû augmenter de façon substantielle. Et puis... il n'y a pas de droit de douane, je crois. Oui. Et puis, moi, j'étais convaincu que Xi Jinping espérait que Donald Trump allait être élu parce qu'ils ont fait affaire avec lui. Ils ont renforcé leur position par rapport à la première administration Trump. Ils ont réduit un peu leur dépendance. Là, en 2018, un peu plus de 19 % de leur exportation allait aux États-Unis. Ils ont ramené ça à 14,7 % l'an passé. Et puis, dans le bras de fer actuel, ils sont convaincus que les Américains vont payer un prix beaucoup plus élevé. D'une part, les tarifs qu'ils appliquent sur les exportations américaines, ils peuvent trouver ces produits-là ailleurs. Puis on va peut-être pouvoir en bénéficier dans certains secteurs. Et puis, d'autre part, les Américains ne pourront pas se passer des iPhones qui sont assemblés en Chine, des téléviseurs, des ordinateurs. Là, si on additionne tout ça, c'est à peu près 100 milliards de dollars par année. Puis, le secrétaire au commerce, Lutnick, a beau dire qu'il va y avoir des Américains qui vont assembler ces iPhones-là. Est-ce qu'ils vont accepter de travailler à 2,50 $ de l'heure? Puis c'est que je pense que ça ne se peut pas. Puis, la Chine détient des moyens puissants. C'est le banquier. Il ne faut pas oublier que c'est le banquier des États-Unis. Ils ont réduit leur nombre d'obligations. Les bons américains, là, c'est rendu à 760 milliards de dollars. C'était au-dessus de 1100 milliards il y a quelque temps. Ils ont acheté beaucoup d'or. Mais je disais aujourd'hui là, les marchés sont un peu affolés parce que la pression est sur les bons américains parce que quelqu'un est en train d'en vendre. Ça fait augmenter ça. Donc, le service de la dette américain va augmenter. Et l'arme que la Chine garde, qu'ils vont vouloir l'utiliser, ils vont bannir les films d'Hollywood en Chine, mais ils contrôlent 80 % du raffinage
des minéraux critiques. Et puis, à un moment donné, ils vont peut-être dire, bien, on a une pénurie, savez-vous, de terres rares et de minéraux critiques. Et ça va vraiment affaiblir Donald Trump. Et là-dessus, ils veulent pas, ils veulent le pousser au bout, là. Merci beaucoup. Passons à l'Europe, notamment à l'Allemagne, avec Marie Gervais-Wiedricker. J'allais dire que c'est une autre zone chaude, mais elles en sont toutes, je crois, aujourd'hui. Lorsque vous étiez ambassadrice du Canada en Allemagne de 2013 à 2017, vous avez eu l'occasion de rencontrer, de côtoyer le chancelier désigné d'Allemagne, Friedrich Merz. Comment pensez-vous qu'il va affronter les nombreux défis de l'Allemagne intérieure, évidemment, dont on a entendu parler beaucoup pendant la campagne électorale, mais aussi le contexte plus global? Bonjour à tous. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a de grandes attentes à l'égard de Merz. C'est quelqu'un qui était dans le paysage politique depuis une vingtaine d'années, qui était connu non seulement en Allemagne, mais qui est connu, je pense, de façon générale en Europe aussi. Mais il fait face à des défis vraiment considérables. Aujourd'hui, après des semaines de négociations, ils ont réussi à former une coalition, le parti de Merz, qui est la CDU, qui était le parti d'Angela Merkel, donc les conservateurs, ont réussi à former une coalition avec les sociaux-démocrates. Mais à quel prix? On va connaître le détail là, de l'accord. Mais ce qui ressort dans la presse allemande en ce moment, c'est que l'aile jeunesse de la CDU est particulièrement irritée, considère que Merz a vendu la baraque. Les attentes étaient qu'il allait essayer de ramener le parti un peu plus au centre-droit, je dirais. Mais le SPD, les sociaux-démocrates, ont joué leur carte au maximum et ont obtenu toutes sortes de concessions qui vont coûter cher. Alors, le nouveau chancelier, il deviendra chancelier le 7 mai, d'après ce que j'ai vu, se trouve dans une situation où il est fragilisé à l'intérieur même de son parti. L'opinion publique, je pense que sa cote de popularité a déjà baissé de 10 points au cours du dernier mois. Le dernier sondage met l'AfD, le parti d'extrême droite, au-dessus. Je pense qu'ils sont à 26 % et la CDU à 25 % de popularité. Donc, ce n'est pas un contexte facile. Et même s'il a réussi à faire passer une législation qui va permettre d'avoir des déficits budgétaires importants, parce que les Allemands étaient très attachés à la rigueur budgétaire, puis c'était même légiféré, ils ne pouvaient pas avoir plus que tant de déficit. Donc, ils se retrouvent dans une situation où, à l'interne, c'est vraiment pas facile. Quand ils regardent le contexte européen, c'est pas facile non plus. La France, qui est le grand partenaire, la France, Macron, vous le savez, est pas dans une situation facile. Moi, je viens de passer un mois à Paris, j'ai écouté les nouvelles tous les jours. C'est hallucinant là, de voir. Il tourne encore autour des questions de retraite, de la réforme de la retraite qui est inacceptable, etc., alors qu'il y a tellement des grands enjeux. La France a de grands ennuis au point de vue financier aussi. Ailleurs, dans l'Union européenne, on voit qu'il y a des pays qui penchent du côté de l'extrême droite aussi. Et là, on est dans un contexte où il y avait cette menace russe, la guerre en Ukraine. Nous, on voit ça, mais à distance. Hein. On est très inquiets, mais on n'est pas aussi inquiets que le sont les Allemands qui sont à proximité, finalement. Moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir l'évolution, par exemple, du Parti vert en Allemagne, qui est allé... L'origine du Parti vert, c'était le pacifisme, c'était la lutte contre les démonstrations contre la guerre au Vietnam, etc., et qui, tout d'un coup, deviennent les plus durs vis-à-vis de la Russie et en faveur du réarmement, etc. Alors, il y a une évolution en Allemagne qui est vraiment intéressante à voir. Donc, les attentes sont grandes vis-à-vis Merz parce qu'on pensait qu'il allait prendre le leadership et qu'il allait rassembler l'Europe. Et tout le monde est conscient qu'il faut que l'Europe se réarme. Et à ce programme-là qui est prévu
qui a été présenté par la Commission européenne, Rearm Europe, en bon français. Mais il s'agit essentiellement de prêts et de facilités. C'est vraiment chaque pays qui va devoir faire face à la musique. Et l'Allemagne envisage de dépenser des centaines de milliards dans les années qui viennent. Alors, pour le Canada, je ne sais pas si vous voulez... c'est là où je voulais vous amener. C'est là où vous vouliez m'amener. Quel est le rôle que peut jouer le Canada? Est-ce qu'il va être même voilà. perçu comme un allié stratégique? Oui. Alors, je trouve que le timing est intéressant parce que Merz, donc, va devenir chancelier le 9 mai. Notre nouveau premier ministre va arriver un petit peu avant, quelques jours avant. On ne sait pas qui sera le nouveau premier ministre, mais je peux vous dire que le premier ministre actuel connaît Merz. Moi, quand j'étais ambassadrice en Allemagne, Friedrich Merz donc, dirigeait ce Atlantikbrücke, qui est une organisation qui fait la promotion des liens transatlantiques, essentiellement avec les États-Unis, mais il y a un volet canadien. Et à un moment donné, le Atlantikbrücke avait invité Mark Carney à venir parler de son rôle à la Banque d'Angleterre, des questions de finances internationales et tout ça. Ils se sont rencontrés. Je sais qu'ils s'apprécient. J'ai lu que récemment, il y a eu un appel téléphonique. Bien sûr, M. Carney n'est pas allé en Allemagne puisque le gouvernement n'était pas encore formé. Ils étaient en pleine négociation. Et là, je trouve que c'est intéressant de voir aussi que la tendance naturelle pour les gouvernements canadiens, c'est toujours d'aller à Paris, d'aller à Londres. Ça vient naturellement. Mais je peux vous dire que d'amener nos politiciens à Berlin, ça demande un petit peu plus d'efforts. Et là, je pense qu'il y a une réalité qui est là. On sait tous que l'Allemagne, c'est important, mais il faut constamment le rappeler. C'est la plus grande économie d'Europe. En fait, quand on regarde les chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les échanges commerciaux de biens, de services sont de l'ordre, je pense, de 32 milliards par année. Avec la France, c'est 8 milliards. Il y a quand même un écart. C'est sûr que la relation avec la France, ce n'est pas seulement le côté économique, mais on est dans une situation où il faut regarder ces chiffres-là puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se positionner. Je pense que le Canada a une opportunité en ce moment et doit la saisir, n'a pas d'autre choix. On ne veut pas être laissé à l'écart. Notre partenaire américain nous fait faux bond. Les Européens vont essayer de se concerter dans la mesure où c'est possible. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Je ne sais pas comment ils vont jouer leur carte. Ils essaient de négocier quelque chose avec les Américains du point de vue du commerce. Bonne chance avec ça. Alors, le Canada doit profiter de ses contacts personnels de Carney avec Merz, je pense, sont extrêmement utiles. Il y a une communauté de valeurs, d'approches. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Je ne sais pas si les gens plus jeunes ici savent que les militaires canadiens ont été en Allemagne. On avait 2 bases. On a été présents là pendant toute la guerre froide. On a quitté la base de l'Ar en 1994. L'autre, on était là jusqu'en 1993. Moi, je suis allée à l'Ar en 2015. Il y avait quand même un écart important. Et vous dire comment les gens de l'Ar étaient encore... aimaient tellement les Canadiens. C'était vraiment étonnant parce que les militaires canadiens ont joué un grand rôle dans la stabilisation du pays, l'appui à la police, etc. Et cette coopération-là, en fait, quand on a quitté l'Allemagne, quand on a retiré nos militaires, il y a eu une espèce de grande déception, mais en même temps, je pense que les militaires allemands et les militaires canadiens ont continué de coopérer. Alors, à un moment où on voit que l'Allemagne s'apprête à dépenser des centaines de milliards dans l'armement, je pense qu'il y a des opportunités intéressantes, là, parce qu'on a l'habitude de collaborer sur les questions militaires, dans le contexte de l'OTAN essentiellement. Mais moi, je me souviens d'être allée à l'usine qui fabrique des tanks, là, le nom m'échappe, des tanks qu'on avait empruntés des Allemands pour nos troupes en Afghanistan.
On les a empruntés, puis à un moment donné, on les a remplacés, on a rendu l'équivalent. Mais il y a cette collaboration très étroite qui existe déjà et il faut la développer. J'imagine que c'est de bon augure quand même que le premier ministre du Canada a fait son premier voyage en Europe après son élection. Oui. Disons que Mark Carney continue à surfer sur les sondages. Quels devraient être pour vous les gestes à faire rapidement, justement pour confirmer ce rapprochement avec l'Europe et pas juste avec la France? Ben, en tout cas, pour ce qui est de l'Allemagne, le Canada devrait nommer un ambassadeur ou une ambassadrice rapidement. On n'en a pas depuis le mois de novembre. On a ce qu'on appelle un chargé d'affaires. Ce n'est pas la même chose et ça n'envoie pas le bon signal. Alors, il y a des petits gestes comme ça, mais qu'il faut faire. Je trouve qu'on manque souvent de constance. Nos politiciens, nos ministres vont vouloir aller en Europe, ils vont le faire. Encore une fois, comme je l'ai dit, avec la France, l'Angleterre, je ne suis pas inquiète, ça va se faire. Mais il faut être constant. Ce n'est pas suffisant de dire « Ah, on a eu une bonne rencontre ministérielle, puis là, l'ambassade va faire le suivi, puis il n'y a pas d'autres moyens là, qui sont mis à disposition pour étoffer la relation. » Puisqu'on est dans un milieu universitaire, je vous dirais qu'avec l'Allemagne, par exemple, on a une collaboration au niveau de la recherche qui est absolument exceptionnelle. Moi, quand j'y étais, on m'a fait remarquer qu'il y avait plus de projets de recherche conjoints Allemagne-Canada qu'il y en avait avec les Américains. C'est quand même assez extraordinaire. Alors là, on a des opportunités dans le domaine des énergies vertes, dans toutes sortes de domaines, et je vous invite à penser à ça aussi. Et de créer des partenariats, parce que là, on parle de diversification de nos échanges économiques avec l'Europe. Bon, c'est sûr que quand on arrive dans un pays comme l'Allemagne, bon, il y a des questions de langue, mais de façon générale, en Europe, il y a une question de langue, de culture, d'habitudes différentes des consommateurs. Il y a toutes sortes de défis. Alors, quand on dit que la diversification de nos marchés, ce ne sera pas chose facile, c'est vrai, mais je pense que les gouvernements, nos services commerciaux, etc., peuvent faire beaucoup pour accompagner les entreprises canadiennes. Donc, c'est un ensemble de choses. J'imagine que vous avez souri quand vous avez vu le sondage qui montrait que 44% des Canadiens étaient en faveur d'une adhésion à l'Union européenne. Je sais que les Français ont bien rigolé depuis. Ouais. Il y a quand même un flirt, disons ça comme ça. Est-ce que je peux, juste là-dessus, parce qu'on voit ça beaucoup, bien sûr, l'idée semble attrayante. On dit toujours que le Canada est le plus européen des pays non européens, puis moi, je l'ai vu à quel point on est près d'eux. Cela dit, je pense que ce n'est pas vraiment réaliste de penser comme ça, parce qu'il faudrait changer les règles de l'Union européenne pour que le Canada puisse se joindre. Et ça demanderait l'unanimité d'une part. D'autre part, est-ce qu'on voudrait que notre politique commerciale soit déterminée par Bruxelles? C'est une union douanière. Alors, ça poserait des grands problèmes, je pense. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'Association européenne de libre-échange, EFTA. Le Canada a un accord avec l'EFTA. Ça, c'est tout petit. C'est la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Mais néanmoins, ils bénéficient de toutes les libertés, comment dit-on, la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, etc. Et si nous, je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas fait une étude là-dessus, mais si on pouvait s'intégrer à ça et bénéficier, entre autres, de la mobilité des personnes, je pense que ça aiderait beaucoup au niveau des entreprises qui veulent s'établir et tout ça. Ceux qui voyagent en Europe, vous savez probablement, on est limité à 90 jours. Alors, si on pouvait régler le problème d'avoir l'accès à la zone de Schengen au même titre que les Norvégiens, ce serait déjà quelque chose de très intéressant. Il y a une île danoise, là, tout près du Canada, là. On pourrait l'utiliser comme prétexte. Madame Lié, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci. Juste pour enchérir, où M. Carney, ou le premier ministre du Canada, le 29 avril, devrait-il aller? Il faut se rappeler que nous sommes l'hôte du G7. Donc, on va recevoir plusieurs de ces gens-là chez nous. Et la tradition est que le premier ministre se rend dans les pays du G7 pour préparer. Alors là, il aura peu de temps, mais c'est une belle occasion. On peut deviner les destinations.
Très bien, merci. Passons de manière plus large aux Nations unies, mais aussi parler d'Haïti, qui est un peu abandonné à son sort dans un contexte de bouleversement mondial. Gilles Rivard, vous avez été représentant permanent adjoint du Canada auprès des Nations unies de 2010 à 2013. Il y a quelques semaines, le secrétaire général de l'ONU a lancé l'initiative ONU 80, référence au 80e anniversaire de l'organisation, pour rendre l'organisation plus efficace. Je ne sais pas si c'était le meilleur timing, mais les ressources semblent diminuer. L'aide internationale, évidemment, on sait bien qu'elle a été sabrée. Est-ce que le système onusien est en péril ou bien toujours pertinent? Toujours pertinent, sans aucun doute. Est-ce qu'il est en péril? Est-ce qu'il est en très mauvaise posture? Sans aucun doute. Quand j'étais aux Nations unies, il y a 10 ans, on faisait partie d'un groupe qui se réunissait régulièrement à l'ambassade d'Italie, représentant permanent d'Italie, qui dirigeait un groupe sur comment réformer le Conseil de sécurité. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Le Conseil de sécurité a été créé dans une structure qui est complètement obsolète, qui ne tient plus du tout la réalité. Le problème qu'il y a, c'est que les changements au Conseil de sécurité demandent une flexibilité de la part des pays qui sont les représentants permanents, ce qu'on appelle le P5. Et pour ça, ça voudrait dire de laisser tomber leur droit de veto. Alors, ce n'est pas demain la veille que ça va se produire. Sauf qu'il y a plusieurs formules. Et c'est là, on mentionne l'influence du Canada. Bernard mentionnait tout à l'heure, le Canada était un pays, est-ce que le Canada peut demeurer un pays respecté et crédible? Respecté, je pense qu'on l'est encore. Crédible, ça, c'est une autre histoire. Qui a de l'influence, c'est une autre histoire. Et cette influence, le premier signal qu'on a eu, c'est en 2010, lorsqu'on a perdu le siège au Conseil de sécurité, et ça s'est renouvelé en 2020. On n'a pas réalisé à un moment donné qu'on perdait de l'influence considérablement, et c'est à cause de quoi? C'est à cause de notre, Guy le mentionnait tout à l'heure, on est sorti de l'Afrique. On a perdu beaucoup d'influence dans beaucoup de pays dans le monde à cause de ça. Quand le premier ministre Trudeau a été élu, « we are back ». Le problème, c'était « we're back, but without money ». Et « money talks » aux Nations unies. Alors, si jamais le premier ministre qui serait élu, je pense que si c'est M. Poilievre, il faut être très honnête, il n'y a pas beaucoup de... Il était comme son prédécesseur, M. Harper, il ne croit pas dans les institutions multilatérales. Il va aller chez Tim Hortons. Oui, il préfère aller chez Tim Hortons qu'à d'aller à l'Assemblée générale. S'il y en a un à inaugurer quelque part dans sa circonscription à Ottawa. Mais la réalité, c'est que si le Canada veut reprendre une influence, c'est aux Nations unies que ça commence. Et le contexte actuel, comment le Canada devrait jouer ses cartes? Parce que là, le monde est en train de changer, évidemment, la dynamique change. On va avoir un nouveau premier ministre. C'est une occasion, je présume, à vos yeux? C'est une très bonne occasion. Et n'en déplaise à ce que M. Trudeau faisait quand il allait aux Nations unies, je pense qu'il devrait y avoir un discours très concret quand il ira, j'espère, il devrait y aller, si c'est M. Carney, il devrait y aller et faire un discours d'engagement envers les Nations unies. Ce que ça prend aussi, c'est pour reprendre une certaine influence, il faut d'abord aussi avoir, on a un ambassadeur actuellement, M. Ray, qui fait beaucoup de choses, qui est extrêmement visible. Il est actuellement président de l'ECOSOC, qui, pour beaucoup de gens, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais ça permet d'influencer le débat dans des secteurs clés aux Nations unies. C'est le genre de choses que le Canada devrait faire. Le genre de choses que le Canada devrait faire, c'est se réengager aux forces des maintiens de la paix. C'est notre marque de commerce depuis des décennies, et actuellement, il y a à peu près 25 militaires qui sont impliqués dans ce genre de choses au moment où on se parle, alors qu'il y en a déjà eu des centaines. Quand j'étais ambassadeur en Haïti, il y avait plus de 125 policiers canadiens qui renforçaient les institutions de la police nationale d'Haïti. On n'est plus là. Alors, si on n'est pas là, on ne peut pas influencer, puis si on ne peut pas influencer, on ne peut pas reprendre notre crédibilité. C'est une équation tout à fait incontournable. Donc, ça commence par un réengagement auprès de ces institutions, pas seulement les Nations unies à New York, mais à Genève, à Vienne, et ainsi de suite. C'est la clé pour avoir une influence au niveau mondial. Ça passe par ces institutions-là. Vous parliez tout à l'heure des 3 sphères d'influence. Le problème, c'est que les Nations unies sont contrôlées actuellement
par les 3 sphères d'influence, la Chine, la Russie et les États-Unis, ce qu'on appelle le P3, qui, à travers le P5, contrôle à peu près n'importe quoi. Ceci doit changer, donc il faut revoir la façon de faire. Comment ça va se faire? On pourra en parler jusqu'à demain matin, mais au moins avoir une ouverture pour permettre à certains pays d'accéder au Conseil de sécurité. Au lieu d'avoir 15 membres, il pourrait en avoir 20. Il pourrait y avoir des mandats de 3 ou 4 ans renouvelables, de façon à ce que les investissements de ces pays auprès du Conseil de sécurité soient durables. Et si le Canada pouvait soumettre sa candidature le plus tôt possible, un siège au Conseil de sécurité, ça se négocie 5, 6 et 7 ans d'avance. Et là, bien, qu'on accède au Conseil de sécurité. Des fois, ce n'est pas très utile, mais l'image que ça projette et l'influence que ça donne est tout à fait indéniable. Et de le perdre aussi, l'image. Et voilà, et puis 2010 et 2020, on a Oui, envoyé un tout à très fait. mauvais signal. Tout à fait, tout à fait. Parlons justement d'Haïti. On se parlait tout à l'heure, puis vous me rappeliez que vous étiez là lors du tremblement de terre terrible en 2010. Vous étiez ambassadeur du Canada à ce moment-là. 15 ans après, le pays est évidemment en proie à une crise qui ne semble pas vouloir s'apaiser. Dans un texte récent, vous avez plaidé pour qu'une nouvelle mission des Nations unies avec un mandat robuste soit envisagée pour rétablir la stabilité, la sécurité à l'échelle du pays. Dites-nous en plus là-dessus et aussi, évidemment, le rôle que le Canada pourrait jouer avec ce pays quasi cousin. Oui, oui. Quand on regarde la présence de la communauté haïtienne au Canada, leur implication et ainsi de suite, et on parle justement des problèmes des Haïtiens qui sont en train d'essayer de rentrer au Canada, c'est un problème extrêmement grave. Revenir à votre question initiale, la mission, le reflet de la faiblesse des Nations unies se retrouve dans le genre de mission qu'on a actuellement en Haïti à travers le Kenya, qui, les Américains, à l'époque de M. Biden, ont mis beaucoup d'argent pour envoyer cette mission parce qu'on n'était pas capable de s'entendre au Conseil de sécurité sur l'envoi, une vraie mission de force de maintien de la paix. Mais on ne parle même pas de paix en Haïti, on parle de stabilité. Il y a eu à peu près 7 missions de stabilité en Haïti et il y a vraiment une fatigue à cet égard-là. Il est évident que Haïti ne pourra pas se sortir de la spirale de misère dans laquelle il est impliqué si ce genre de mission ne retourne pas en Haïti. Et quand on parle d'influence du Canada, je pense que ça devrait commencer par là. On se tient loin de ce genre de choses-là actuellement. Mme Joly n'a jamais voulu prendre d'engagement, ni le gouvernement canadien. Le problème, c'est qu'une mission de paix, quand on arrive, on sait quand est-ce qu'on arrive dans le pays, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir. La dernière, la MINUSTA, qui était la mission de stabilisation pendant que j'étais là, est restée en Haïti pendant 14 ans. Alors, puis ça coûte très cher. Sauf que ça passe obligatoirement par là et avec un engagement sérieux des autorités haïtiennes de vouloir changer les choses. Le Conseil présidentiel intérimaire, actuellement, bien, comme j'ai écrit dans la presse, on jase, on discute, mais on n'avance pas beaucoup. Et c'est malheureux parce qu'il y a 10 millions d'Haïtiens qui souffrent épouvantablement de cette situation. Clairement. Je vous pose une dernière question. Le premier ministre du Canada vous appelle demain et vous dit vous avez vu ce que l'administration Trump va faire avec les statuts de protection temporaire des Haïtiens aux États-Unis. Ils pourraient affluer à la frontière. Vous nous recommandez de faire quoi au juste? Oh. Bon, Monsieur Carney a dit il est hors de question qu'on les laisse rentrer. Et étonnamment, ce discours a une très grosse résonance actuellement. Il n'y a personne qui s'est élevé contre ça. M. Roberge s'est fait critiquer parce qu'il a dit on ne peut pas accueillir seulement la misère humaine. Et ça, je dois admettre que c'est un terme qui est, à mon avis, très déplacé. Parce que tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup de... Écoutez, le tissu social à Montréal, le nombre d'Haïtiens, ingénieurs, professeurs et ainsi de suite, c'est incroyable. Alors, d'être réducteur comme ça, c'est une mauvaise idée. C'est certain qu'il y a des centaines, il y a des milliers d'Haïtiens, si on ouvrait nos frontières, qui rentreraient au Canada. On ne peut pas le faire pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais je pense qu'il faut arrêter de déshumaniser les réfugiés. M. Trump s'y est appliqué pendant des années et il ne faudrait pas commencer à faire la même chose au Canada. Et le commentaire de M. Roberge, même si on peut comprendre la réalité qui nous frappe actuellement, il faut faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit.
C'est tout simplement ça. Malheureusement, il n'y a pas de solution à court terme, et on peut s'imaginer que s'il y a 500 000 Haïtiens qui vont perdre leur statut au mois d'avril et qu'il y en a 500 000 autres qui vont le perdre au mois de juin, ça va être un sujet extrêmement difficile à gérer. Merci, vous êtes bien sorti de la question, qui était quand même difficile. Oui, on appelle ça une question plantée. Hein, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Fascinante discussion. On va avoir droit à une conclusion de la part de Frédéric Gagnon qui va nous amener la perspective, je dirais, à la fois académique et personnelle de la discussion. Donc, j'invite Frédéric Gagnon à prendre le lutrin. Merci. Bien, merci aux panélistes. Oui. Sauf la dernière. Donc, première. À peine. Est-ce que vous m'entendez? OK. Écoutez, je veux vous remercier. C'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui. Et je vous remercie personnellement parce que vous m'avez permis, je vais dire ça d'entrée de jeu, pendant environ 1 heure, d'oublier à plusieurs moments Trump. Et ça fait du bien parce que, évidemment, je dirige l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques ici à l'UQAM. Et on est au jour 80 du 2e mandat de Trump. Il reste 1381 jours à ce 2e mandat-là et on le suit depuis à peu près 10 ans, matin, jour, après-midi, soir, nuit. Et comme François le disait, parfois, la réalité change 3 ou 4 fois dans la journée. Ça a été le cas aujourd'hui sur les tarifs encore. Mais je vous remercie parce que vous nous avez rappelé que pour le Canada, certes, Trump est important pour la suite des choses, mais il n'y a pas que ça. Et moi, ça m'a fait du bien de me faire rappeler quels sont les grands enjeux internationaux qui pendent au bout du nez du Canada dans le contexte actuel. Et pour nous tous et toutes, dans un contexte de campagne électorale fédérale qui va se conclure le 28 avril prochain. Et quand on regarde en ce moment la teneur des débats, la couverture médiatique de la campagne électorale, oui, on a l'impression, et c'est la stratégie de Trump de toute façon, qu'il n'y a que lui et qu'il n'y a que les États-Unis dans ce monde. C'est sa stratégie, la fameuse stratégie flood the zone. Il veut nous mitrailler, nous bombarder, nous envahir de toutes sortes d'informations qui peuvent nous porter à croire qu'il tient promesse sur toutes sortes de questions alors que ce n'est pas nécessairement le cas, je vais y revenir, mais qu'on devrait voir en fait le monde seulement à travers la lunette et la perspective américaine et sa perspective à lui. Mais vous nous avez rappelé qu'il y a d'autres questions internationales qui pourraient, évidemment, ce ne sont peut-être pas les priorités tout le temps, mais d'autres questions internationales qui devraient guider notre réflexion à l'approche de la prochaine élection canadienne. Quel sera le rôle du Canada dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, qui n'est pas réglé en passant, on le sait, même si Trump nous avait promis que ça se réglerait en 24 heures. Et je pense, j'ai bien aimé ce que Mme Lié a dit à propos de la mise en scène. Je pense que dans la stratégie de communication de Trump, il y a beaucoup d'improvisation, mais il y a cette volonté, oui, d'utiliser des moments médiatiques importants pour détourner l'attention du fait qu'en fait, il n'est pas capable de régler le conflit en Ukraine aussi rapidement qu'il le souhaitait. Et je pense que c'est tout à fait ce qu'on a vu lors de la rencontre avec M. Zelensky, où au fond, toute cette mise en scène-là lui permettait de cacher son impuissance personnelle et cacher son impuissance personnelle à ses partisans, à qui il a dit durant la campagne de novembre, je réglerai ça très rapidement. Mais quel sera le rôle du Canada dans ce conflit pour la suite des choses? Les possibles ingérences dans nos élections fédérales également. On en a très peu parlé, me semble-t-il, durant cette campagne électorale, alors qu'il y a eu des commissions qui se sont penchées sur la question. On sait que le défi peut provenir de la Chine, de la Russie, de l'Inde aussi, on l'a vu, de la Corée du Nord, de l'Iran, mais peut-être aussi de notre voisin américain maintenant, puisqu'il y a des commentaires réguliers de la part du président des États-Unis et même pas cachés, en fait, dans l'espace public sur ce qu'on devrait faire, la manière dont on devrait voter. Il y a aussi un certain Elon Musk qui, aux États-Unis, a toute une série de partisans qui s'agitent sur les médias sociaux en ce moment en disant que tel ou tel candidat au Canada n'est pas celui qu'on devrait choisir. Donc, d'où proviennent les ingérences électorales dans nos élections aujourd'hui?
j'ai aimé qu'on soulève la question parce qu'on devra évidemment se la poser. Guy Saint-Jacques nous posait une excellente question. Quel est l'avenir de la stratégie Indo-Pacifique du Canada maintenant qu'on a assisté à un retour de Trump au sein de la Maison-Blanche? La stratégie Indo-Pacifique de Trump, c'est quoi? C'est la guerre commerciale comme il l'a menée durant son premier mandat. Sur les stéroïdes, si on regarde les pourcentages de tarifs qui sont promis en ce moment, que fera le Canada dans ce contexte-là? Est-ce qu'on est obligé de suivre l'approche de Trump et cette guerre commerciale tous azimuts? Guy Saint-Jacques l'a bien rappelé, avec Biden, évidemment, il y avait beaucoup de continuité par rapport à ce que Trump avait fait durant son premier mandat. Il avait maintenu plusieurs des tarifs commerciaux à l'égard de la Chine. Il en a imposé d'autres sur les véhicules électriques. Il y a eu des mesures aussi qui visaient à restreindre l'accès de la Chine à la recherche, aux technologies importantes dans le développement des semi-conducteurs de haute qualité. Mais avec Biden, même s'il y avait continuité, il y avait aussi rupture par rapport à ce que Trump fait parce que Biden maintenait la ligne dure à l'égard de la Chine, mais il a également, il s'est assuré que des alliés des États-Unis suivraient les États-Unis, notamment l'Inde. Il y a eu des ententes avec l'Inde pour offrir un contrepoids à la Chine, avec le Canada aussi, où on nous promettait un corridor, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Quel est l'avenir de ces politiques-là et comment le Canada se positionnera-t-il dans un contexte où Trump veut encore une fois faire cavalier seul plutôt à l'égard de la Chine avec sa guerre commerciale? On nous a rappelé aussi qu'en Europe, il y a des malaises sociaux, politiques, financiers importants dont on doit tenir compte. En Allemagne, en Europe, on nous a rappelé aussi qu'il y a des difficultés à mettre en œuvre, à accroître peut-être les exportations canadiennes vers l'Europe en raison des incompatibilités réglementaires et tout ça, même s'il y a des accords de commerce. On se demande beaucoup dans un contexte où il y a des verrouillages aux États-Unis côté commercial, comment le Canada et le Québec peuvent diversifier leurs exportations. Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que la solution est en Europe? Je ne connais pas beaucoup l'Europe, mais si on me dit qu'il y a des malaises sociaux, politiques, économiques et financiers là-bas, je peux très bien imaginer qu'il y a aussi des travailleurs qui s'attendent à ce que leur gouvernement leur garantisse, comme on le promet aux États-Unis et au Canada, de bons emplois dans toutes sortes de secteurs, manufacturiers, industriels et tout ça. Est-ce que l'Europe sera plus ouverte à ce qu'on commerce davantage avec elle au cours des prochaines années? On a soulevé la question aujourd'hui. On a aussi abordé l'avenir des collaborations de recherche avec l'Europe. Moi, ça m'a interpellé ça parce qu'on voit que pour ce qui est des collaborations en recherche avec les États-Unis, il y a toutes sortes de défis pour la suite des choses en raison du ménage que M. Musk et le Doge et M. Trump sont en train de faire dans la bureaucratie fédérale. Un ménage qui s'accompagne de réductions de financement, notamment du département de l'Éducation, pour des centres de recherche avec lesquels l'Institut collabore probablement, avec lesquels la chaire Raoul Dandurand collabore également. Et j'ai appris, moi, par décret présidentiel, que le centre de recherche dont je suis membre à Washington devait fermer ses portes. Et j'ai reçu ma lettre cette semaine, le 7 avril 2025, me disant « c'est terminé pour ce centre de recherche à Washington ». Donc ça nous affecte personnellement, collectivement. Et est-ce que, dans un contexte où il y a ces verrouillages en direction des États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres occasions dans d'autres régions et notamment en Europe? Gilles Rivard a attiré notre attention aussi sur le rôle des institutions internationales. Comment, oui, le Canada peut revigorer ces institutions-là dans un contexte où, oui, peut-être on peut se démarquer très clairement d'une administration qui ne croit pas beaucoup au droit international, qui ne croit pas beaucoup aux institutions internationales. Est-ce que ça veut dire qu'on doit les abandonner? Probablement pas. Et peut-être que c'est au Canada, avec d'autres pays, de voir comment on peut essayer de revigorer ces institutions-là. Et avec beaucoup de délicatesse, je suis d'accord, on a abordé la question migratoire, la fameuse question migratoire. Et évidemment, pour le Canada et pour le Québec, on devra se demander comment on peut comment on peut continuer d'être une société d'accueil pour les vagues migratoires à venir, accueillir ces migrants de façon responsable dans un contexte politique où il peut être payant d'adopter des discours conservateurs sur les questions migratoires. Donc, on a aussi posé la question de savoir quelle est la stratégie de Trump. J'aimerais vous répondre. Si j'étais capable de vous répondre aujourd'hui, je serais probablement millionnaire ou peut-être milliardaire. Je n'en ai aucune idée. On le suit au quotidien et c'est très difficile de savoir. Ce que je peux vous dire, en tout cas, et c'est une impression, et j'aimerais en discuter avec vous,
c'est que Trump était un novice politique lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche en 2016, mais il est le maître de la mise en scène, il est un expert en communication, il est excellent pour orienter les conversations nationales et internationales dans les directions souhaitées et les orienter sur les questions dont il veut qu'on parle. Donc, en ce moment, il fait diversion, il tente d'éviter que l'on parle des choses qui le font mal paraître, mais je vous dirais qu'il y a toujours une limite à ça. Hein, vous connaissez l'image du vendeur de poudre de perlimpinpin. Trump est un très bon vendeur de poudre de perlimpinpin, mais ça fait 80 jours qu'il est au sein de la Maison-Blanche et évidemment, en sol américain, il y a quand même beaucoup de gens et beaucoup de ses partisans qui commencent à se demander si effectivement il est capable de tenir promesse sur 2 questions de l'urne pour ses partisans et sur lesquelles il y a beaucoup d'attentes en sol américain, mais pas de solution simple. Le premier élément, ça a été mentionné, c'est la question migratoire. Trump a promis, comme vous l'avez vu, d'expulser des millions de migrants non documentés. Je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres jusqu'à présent, mais pour l'instant, il en expulse moins. Pour les 80 premiers jours de sa présidence, à chaque mois, il en a moins expulsé que Joe Biden en a expulsé durant tous les mois de la dernière année de sa présidence. Ça, ce sont des choses dont Trump ne veut pas qu'on parle et ça explique notamment pourquoi, oui, il y a ce yo-yo sur les tarifs, pourquoi il y a une rencontre avec Zelensky, un coup d'éclat avec Zelensky, pourquoi il prend beaucoup de temps à répondre à certaines questions des journalistes en conférence de presse pour monopoliser le temps d'antenne et éviter évidemment qu'on aille sur ces thèmes-là. Et sa guerre commerciale, bien, le jour de libération, semble-t-il, aura duré seulement quoi? 2-3 jours? Tout ça pour ça? Pourquoi? Parce que ce n'est pas simple, je pense que ça a été mentionné, mais de faire ce que ce président-là et plusieurs économistes autour de lui souhaitent faire, et notamment Stephen Miran, au premier chef, qui a écrit un texte en novembre dernier dans lequel il promet qu'il est possible de restructurer l'économie mondiale. Donc, Guy Saint-Jacques en a parlé, ça a des effets sur, évidemment, l'économie mondiale, mais c'est très difficile de rapatrier toutes ces chaînes de production, tous ces emplois dans toutes sortes de secteurs, secteurs industriels et secteurs manufacturiers en sol américain. Mais Trump les promet parce que c'est payant politiquement, mais il a déjà essayé ça. On a déjà vu le film. Durant son premier mandat, sa guerre commerciale contre la Chine n'a pas mené à une montée fulgurante des emplois dans toutes sortes de secteurs où il en avait promis. Et dans les États clés des élections présidentielles que sont la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, et il y en a d'autres, ça a permis, entre autres, à Biden de gagner, mais on dirait un peu par nostalgie, certains partisans de Trump se disaient que durant son premier mandat, il n'avait pas pu pousser sa réflexion jusqu'au bout, notamment en raison de la COVID-19. Donc, plusieurs ont été tentés de lui donner une deuxième chance, mais on commence déjà à voir que, en fait, le jour de libération ne produit peut-être pas les effets escomptés. Beaucoup de confusion. J'ai aimé ce que Bernard de Rome a dit d'entrée de jeu, le désordre économique complet. Je pense qu'on est là parce que pour restructurer l'économie mondiale, il faudra passer par une période, oui, de désordre économique complet. Et ça fait mal à beaucoup de gens aux États-Unis. Trump a dit, on va devoir être patient, mais a-t-il la patience lui-même de tenir la ligne jusqu'au bout? Je pense qu'on a eu la réponse déjà. On verra ce que ces ententes qu'on nous promet donneront, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails sur ce que ces 75 pays ou autres réussiront à négocier avec le président Trump. On ne sait même pas en ce moment quelle est l'ampleur des tarifs qui sont imposés sur les exportations canadiennes, tellement la confusion est totale. Mais ça a des effets sur nous, évidemment. Et ce que ça démontre, et je salue l'initiative de l'Institut, c'est qu'il y a beaucoup d'insécurité dans le monde. Je pense que le choix du thème est bien choisi. C'est en même temps un monde fascinant, mais oui, un monde en transformation, un monde qui peut être inquiétant, mais il y a une bonne nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, il y en a 3, je pense. C'est qu'on aura besoin de plus de recherche et de débats publics pour comprendre le monde. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on va continuer à faire. Et j'en profite pour saluer les gens, les partenaires qui soutiennent l'Institut d'études internationales de Montréal, la chaire Raoul Dandurand et les autres centres de recherche qui vont essayer, même si ce n'est pas toujours facile, de démêler tout ça au cours des prochaines années. La deuxième chose que je dirais, c'est que dans ce monde plus complexe qu'avant, on aura besoin de plus de diplomates qui ont fait le même travail que vous avez fait. J'en vois d'autres dans la salle aussi. Je pense qu'on a besoin de plus de diplomatie, pas moins. Et ça, ben, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a eu des périodes où, au Québec, au Canada, on se demandait à quoi ça sert tout ça. À quoi bon investir dans ces domaines-là? Pourquoi assurer une si grande présence à l'international? Qu'est-ce que ça donne
pour citer un humoriste qu'on connaît bien. Et je dirais, en terminant, on a besoin aussi de gens qui se lancent en politique, des gens passionnés, des gens exceptionnels qui feront ce choix-là, alors que ce ne sera pas super évident au cours des prochaines années pour toutes sortes de raisons. Et il y a des gens ici dans la salle qui l'ont fait, Christine Saint-Pierre notamment, qui a été ministre des Relations internationales pendant plusieurs années. Elle est encore là, ce qui démontre la passion qui l'anime encore une fois. Et je regarde dans la salle en terminant, parlant de passion, je vois des étudiants et étudiantes qui sont dans nos cours. Merci d'être là, ça démontre que vous êtes passionnés. Et la bonne nouvelle, je termine là-dessus, c'est qu'on aura besoin de vous pour la suite des choses. Donc, restez avec nous et merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tout le monde, puis je vous souhaite une bonne fin d'activité. Merci, Frédéric. Oui, c'est ça. Peut-être se lancer en politique, Frédéric. Oui, oui, oui. On a quelques minutes pour une ou deux questions, dépendamment de leur longueur. Il y a un micro sur pied juste ici. Est-ce que quelqu'un veut briser la glace pour un de nos panélistes ou même pour le futur politicien Frédéric Gagnon? Oui. Alors, Mario Renaud, je vous laisse la parole. Ça, Mario Renaud, collègue. Vous en avez parlé brièvement, mais ma question est simple. Quel est le niveau de risque que vous évaluez pour le Canada de recevoir le G7 en juillet prochain? Qui se lance? Allez-y. Oui, partez avec un micro. Le risque, je pense que c'est une opportunité, d'abord et avant tout. Le risque, c'est si le président des États-Unis décide de ne pas se présenter ici. Là, on va se ramasser, on se dirige vraiment vers un conflit majeur. Mais je pense qu'en termes d'opportunité et de visibilité, c'est le genre de choses dont on doit profiter. Je connais des gens à Affaires mondiales Canada qui travaillent sur un certain agenda. Je pense que cet agenda-là pourrait changer très rapidement selon l'évolution de la situation. Mais quand on parle de risque, je pense que les avantages les emportent sur les inconvénients pour les raisons que je viens de donner. Si M. Trump décide de ne pas venir, bien là, ça va tourner à la catastrophe parce qu'à ce moment-là, c'est toute la crédibilité un des regroupements informels, quote unquote, les plus importants qui a jamais existé et ça va sérieusement remettre en cause ça. Une personne qui va être très heureuse, ça va être M. Poutine, évidemment, parce qu'il ne fait plus partie du club, mais je pense que l'enjeu en vaut la chandelle, définitivement. Madame Lié, je vous laisse. Également que c'est une opportunité. Une rencontre des G7, ce n'est pas seulement les 7 en passant. Hein. Il y a toutes sortes de gens très importants qui sont invités également. Et ça pourrait être le premier ministre de l'Inde pour réparer nos relations, par exemple. Je crois que c'est là où on peut exercer notre leadership. La question se posait plus tôt. Le risque aussi, concernant M. Trump, c'est qu'il dit « je vais venir, mais j'exige que la Russie réintègre ». Parce que ça, c'est une de ses promesses qu'il aurait faites à M. Poutine. Mais moi, je répondrais à M. Trump, ben, vous avez intérêt à venir de toute façon parce que M. Poutine, il est en train de se constituer un groupe qui a été nommé par un banquier américain à l'origine. J'ai parlé des BRICS. Il se constitue un groupe qui veut faire concurrence au monde occidental. Alors, êtes-vous sûr que c'est ça que vous voulez, dans le fond, avec tout ce que vous venez de faire à la Chine? C'est peut-être pas une si bonne idée. Alors, c'est un pensez-y bien. Mais moi, j'irai de l'avant, puis j'inviterai tout le monde important que je peux trouver. Madame Gervais-Védricaire. Oui, moi, je suis d'accord avec ce qui a déjà été dit. Mais si on se rappelle ce qui s'est passé lors du dernier sommet du G7, dont le Canada était l'hôte, ça s'est terminé en super queue de poisson. Alors, j'espère que les gens qui font la planification pensent à un scénario où, justement, Trump décide de ne pas venir. Est-ce qu'il se fait représenter par Rubio? Est-ce que ça, c'est acceptable? Alors, il y a toute une question là, protocolaire.
Mais si on pense au pire, supposons que les États-Unis disent, nous, on n'en a rien à faire du G7, on ne veut pas se présenter, ce serait surprenant. Mais il faut voir quelles sont les possibilités. Je pense qu'on devrait aller de l'avant avec la rencontre, la rebaptiser peut-être. Mais c'est important que le Canada saisisse cette opportunité-là parce que notre tour ne va pas revenir de sitôt. On va avoir un nouveau premier ministre. Espérons que ce sera quelqu'un qui a de l'expérience dans ce genre de situation. Ça ne sera pas facile à gérer. M. Saint-Jacques? Bien, le G7, c'est un forum extraordinaire qu'on peut utiliser. Puis, moi, je dirais, si M. Trump vient, ça pose aussi un défi parce qu'il va falloir le confronter. Et puis, j'espère que les leaders européens, là, particulièrement, vont... il faut confronter puis dire tout le dommage qu'il est en train de faire à l'ordre international et puis lui dire que finalement, s'il le faut, on va se passer de lui. Et puis ça va demander du courage, mais je pense que un intimidateur, là, moi, j'aime toujours ça, le tester. Puis peut-être parce que j'ai grandi dans une cour d'école où il y en avait une couple qui... mais si on tient son bout, si on a de bons arguments, on peut les faire valoir, puis il faut le tasser dans le mur, puis lui dire nos quatre vérités. Peut-être que ce sera la dernière présence pour un bout de temps des Américains, mais ce qui est en train d'arriver à l'ordre international, tant sur le plan politique qu'économique, est tellement dévastateur qu'il faut avoir ce genre de discussion franche. On a un thème pour le G7, Elbows Up. Oui. C'est bon. Dernière question, oui. Bonjour, je m'appelle Célia Grimard. J'aime beaucoup votre propos. c'est très fort. Je loge à cette adresse-là. Et ma question, en fait, c'est sur la diplomatie et ses formes. Alors, pour avoir fréquenté quelques ambassades à Ottawa dans le cadre d'un travail précédent, je constate que c'est quand même un lieu, ce sont des lieux physiques où les universitaires rencontrent la haute fonction publique, certains élus. Souvent, il y aura des élus qui vont échanger avec des personnes qui ne sont pas nécessairement du pays, de l'ambassade qui nous reçoit. Alors, ça devient quand même un lieu où il y a une diplomatie qui s'exerce. Et j'aimerais savoir votre avis à la lumière de ce qui se passe aux États-Unis avec les ingérences dans le monde académique. Votre opinion sur la diplomatie qui peut se jouer par les gens issus du monde académique. Parce que, M. Saint-Jacques, votre dernier propos, il n'y a rien comme le vocabulaire, les arguments, les connaissances pour faire face à l'intimidation, faire face à quelqu'un qui, finalement, se sert de ça pour nous remettre à notre place. Ils vont peut-être reprendre un autre chemin s'ils sont confrontés à des gens qui maîtrisent à la fois les codes sociaux de la diplomatie et des échanges et font valoir leur réseau qui peut être très large parce que la mondialisation a permis justement cette circulation-là des chercheurs et les collaborations entre les institutions. J'aimerais vous entendre là-dessus pour... Guy Saint-Jacques, vous étiez bien lancé. Oui, bien, il y a une très belle complémentarité entre la diplomatie puis le monde universitaire. Puis, je dirais que l'avantage du monde universitaire, c'est qu'on peut traiter de sujets en profondeur et développer vraiment des points de vue bien informés. Le défi pour un diplomate, puis on avait toujours ce débat-là quand j'étais, entre autres, responsable du personnel. Est-ce qu'il faut développer des spécialistes ou des généralistes? Puis sur le plan de la carrière, c'est plus payant si on reste généraliste. Mais moi, mon conseil aux recrues, c'était développer 2 ou 3 spécialités. Parce que comme ça, vous allez pouvoir approfondir certains sujets. Puis ce qui se passe aux États-Unis, c'est très inquiétant. Puis en fait, ce que Trump fait, peut-être qu'on ne l'avait pas envisagé, mais en coupant le financement aux universités, en menaçant, ça force une autocensure. Puis on commence à voir ça aussi, non seulement aux États-Unis, mais il y a des chercheurs aussi au Canada qui étaient associés avec des projets aux États-Unis qui, là, se disent, bon, est-ce que je peux aller aux États-Unis? Est-ce que je dois changer mon approche? Puis, c'est que là, il y a vraiment un risque très important, non seulement pour la liberté de parole, mais aussi pour la recherche dans des domaines
qui sont précieux pour la diplomatie. Là. Puis moi, j'ai eu des postes à Washington puis à Londres. C'est extraordinaire, là, la qualité des think tanks, puis d'aller voir les gens dans les think tanks, puis dans les universités. J'ai déjà dit ça à plusieurs reprises aux gens à Ottawa. Il faut que vous développiez davantage de relations avec les universités parce qu'il y a de l'expertise là que vous n'avez pas, puis pour vous aider, qui va être complémentaire. Ouais. Monsieur Rivard. Oui, merci. Juste quelques instants. Ce que Guy vient de mentionner, c'est extrêmement important, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les institutions de recherche aux États-Unis, il y a des républicains, ce n'est pas juste des républicains qui veulent que le monde soit tourné à l'envers, il y a des républicains qui sont modérés, qui travaillent dans beaucoup d'institutions de recherche aux États-Unis. J'ai passé 3 ans à New York, j'ai voyagé beaucoup à Washington, puis il y a des institutions très sérieuses qui sont pas influencées justement par les visions radicales d'un certain groupe de républicains qui font beaucoup de travail. Et c'est là que la relation avec des universitaires canadiens peut être importante parce que l'influence au niveau de la politique aux États-Unis se fait par l'intermédiaire de ces gens-là. Le Canada a développé une stratégie en disant on va essayer de parler avec les gouverneurs à la frontière du Canada. Ce sont eux qui vont influencer l'intérieur. Bien, ça peut se faire de la même façon avec les institutions de recherche canadiennes qui travaillent avec des institutions de recherche américaines. Peu importe, évidemment, il faut quand même s'assurer que le profil politique ne soit pas extrémiste, mais il y a beaucoup de ces institutions-là avec lesquelles on peut établir des liens et renforcer ces liens-là au niveau politique. Merci. Oui, Mme Gervais-Vidrica. Ben, moi, j'ai suivi les discussions des différents panels lundi parce que les rendez-vous, je dirais, La Joie avait organisé vraiment un excellent programme lundi et j'ai été frappée justement par la qualité des commentaires qui reflétaient une connaissance en profondeur des sujets. Je pense que, bon, j'ai quitté le ministère, ça fait plusieurs années maintenant, mais j'ai vu l'effritement de notre capacité au ministère des Affaires étrangères au niveau de ce qu'on appelle le policy, le développement des politiques. Guy a fait référence tout à l'heure, les gens aiment mieux être des généralistes en se disant ça va être plus facile d'avoir une bonne affectation à l'étranger ou des choses comme ça. Mais le monde est de plus en plus complexe et puis ça nous prend de l'expertise et je pense qu'elle n'est pas toujours là. Et il y a un des participants lundi qui a fait remarquer que c'était dommage qu'il n'y avait pas de fonctionnaires d'Ottawa apparemment qui sont venus. Je ne sais pas si c'est le cas, je n'ai pas vérifié la liste des participants, peut-être qu'ils étaient en ligne. Mais moi, je pense que ces discussions étaient très, très riches et puis peuvent éclairer les gens qui doivent préparer les notes de brefage pour le premier ministre, pour les ministres, etc. On a besoin en ce moment de toute la capacité de réflexion qui est disponible, où qu'elle soit. Il y en a beaucoup ici, dans les universités. Madame Lié, si vous voulez le mot de la fin. Mais je vais vous dire, j'ai été directrice générale des politiques quand ça existait aux affaires étrangères. Ça existe toujours. Je crois qu'on fait les choses différemment aujourd'hui. Je ne suis pas aussi pessimiste. À chaque année, on fait un concours d'idées aux affaires étrangères qui est ouvert à tous, en fait, des gens dans les quelques think tanks qu'on a, certainement les universités. Donc, c'est toujours... il faut être au courant de les dernières idées, les dernières tendances. Et ce n'est pas quelqu'un qui a 20, 25 ans, 40 ans de carrière aux affaires étrangères qui va être aussi à l'affût que la personne qui vient de finir son doctorat ou qui est en train de le faire. Donc, c'est bien d'aller chercher ça en dehors de chez nous. Alors, il y a de la place pour les deux, évidemment. Je crois que ça fait bien longtemps maintenant qu'on fait des brefs comme ça au premier ministre ou au ministre. Ça se passe de façon peut-être un peu différemment maintenant. Merci, Mme Lié. Je laisse la parole à William. William, voilà. Les gens se demandent c'est qui William. Alors, William va nous dire.
je suis le président directeur général du CORIM, du Conseil des relations internationales de Montréal. Puis, François m'a dit « Sois bref, William. » Je dis « T'inquiète pas, je vais juste prendre une demi-heure. » Écoutez, premièrement, merci aux panélistes, merci à François, merci à tout le monde d'être dans la salle. Quand François et Catherine m'ont approché pour appuyer les rendez-vous, je n'ai pas hésité. Je pense que c'est un événement important. Je pense que c'est un partage de connaissances qui est essentiel. Puis, moi, j'ai pris les commandes du CORIM au mois de septembre en 2024. Puis, c'est devenu très clair pour moi que le CORIM avait une espèce de rôle à jouer. On est une espèce de carrefour, nous, entre le monde des affaires, les leaders d'affaires puis de la société civile, qui ont des jobs, puis qui travaillent, puis qui doivent s'occuper des dossiers de CNSST, puis d'extraire des minéraux, puis ainsi de suite, et le monde des politiques et le monde de la connaissance. Et donc, on est en train de travailler sur la modernisation du CORIM. On a principalement fait ce transfert de connaissances avec des déjeuners-causeries, mais c'est clair qu'avec des gens comme l'Institut, on veut formaliser des partenariats de contenu puis de savoir et de prendre ces contenus ici, puis de les démocratiser, puis de les amener à des gens qui sont interpellés par les choses qui se passent dans le monde, mais ne sont pas des initiés. Donc, comment on peut snack-sizer ça? Comment on peut tisser des liens? Comment on peut expliquer à des gens chez Rio Tinto que la gangsterisation d'Haïti, ça peut avoir un impact sur eux? Puis quand on voit... quand on leur explique toutes les fils qu'une métropole haïtienne, un gouvernement de gangsters qui peut avoir des antennes ici, qui peut créer des enjeux à la frontière américaine, tout de suite, là, les leaders d'affaires commencent à comprendre que quelque chose qui semble d'être loin peut être très présent dans leurs activités commerciales. Donc, c'est un peu ça que le CORIM souhaite faire, a fait, que va continuer à faire. On va le faire de façon accélérée avec d'autres technologies, des balados, des fiches techniques, mais on ne va pas créer de contenu. Le contenu, il est ici. On va venir le prendre, on va travailler avec des gens de contenu comme François, comme l'équipe de l'Institut, puis on va l'amener, puis on va aider à le démocratiser pour donner encore plus de rayonnement à ce contenu-là. Alors, je voulais vous remercier. De me donner quelques minutes pour vous expliquer un petit peu comment on fait évoluer le CORIM. Mais c'est surtout, je voulais exprimer une appréciation pour ce savoir-là. Depuis que j'ai pris les commandes, je savais qu'il y avait ce savoir ici à Montréal, mais quand on est occupé dans un job opérationnel, on perd un petit peu le fil de toute cette connaissance. Puis, je me suis donné comme mandat au CORIM de diffuser cette connaissance-là parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Alors, merci beaucoup. Puis là, maintenant, on est un pas plus près des bouchées parce qu'il reste François. Merci, William. François Audet. C'est ça, là, c'est à mon tour. Et là, c'est vraiment minuit moins une du cocktail. Quelques remerciements d'usage, si vous me permettez. Donc, François Audet, directeur de l'IEIM. C'est un réel plaisir de vous avoir. Et aujourd'hui, c'était de la musique à mes oreilles. Frédéric, merci d'avoir fait ce wrap-up-là en bon français, très, très nécessaire, d'avoir attaché les fils. Merci à la chaire Raoul Dandurand pour tout ce que vous faites aussi. On a besoin de vous. Et ce que ça nous rappelle quand on entend les défis du Canada et ce que nous dit William du CORIM, je ne sais pas si vous entendez l'importance du milieu universitaire dans notre société, l'importance de l'IEIM, puis je vais le dire, l'importance du Cérium, puis des autres, c'est fondamental. On fait de la magie avec très, très peu de ressources. S'il n'y avait pas le CORIM, s'il n'y avait pas le MRIF, on n'aurait pas d'activité, on n'aurait pas de savoir. Alors oui, les profs sont payés, mais les doctorants ne mangent même pas du craft dinner, on ne parle même pas des postdocs. Alors, ce savoir-là, il se paye. Et au Québec, il y a une richesse intellectuelle incroyable qu'il faut soutenir absolument. Alors, je vois effectivement des plus jeunes étudiants, des moins jeunes, des nouveaux gradués et des docteurs dans la salle. Alors, merci d'être là et on va continuer à vous soutenir. Et nous, on essaie de faire c'est ça notre job à l'IEIM, ce mélange-là de la connaissance, du savoir. Merci évidemment à tous nos fellows aujourd'hui. Merci de nous faire rayonner. Merci de faire rayonner l'UQAM. Merci de nous faire confiance aussi, parce qu'ils associent quand même leur nom à nous autres. On fait attention à ce qu'on dit, pas toujours.
Alors, je remercie donc le CORIM, évidemment, le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Et je veux aussi absolument remercier toute l'équipe de l'IEIM, la maître d'orchestre, la chef d'orchestre, Caroline Doyon. Merci beaucoup, un travail incroyable. Si on est ce qu'on est, c'est grâce à Caroline. Merci énormément. Léna, Sarah, Kimi, et évidemment notre président Bernard, toujours là, fidèle au poste pour nous. Merci beaucoup. Maintenant, c'est officiellement le temps du cocktail des fellows. Alors, j'ouvre officiellement le premier cocktail des fellows. Longue vie à ce cocktail. On va espérer que ça dure dans le temps, dans la mesure où le CORIM sera là, que le ministère sera là. Nous, on va être là. Ça, c'est certain. Merci beaucoup.